pour 1 heure pour discuter de la pollution. Est-ce un envahisseur invisible ? La science-fiction est riche de récits d'envahisseurs extraterrestres qui provoquent la disparition de l'humanité. Et si en fait l'humanité puisait ses armes les plus létales au cœur même de notre société, dans ces déchets que nous produisons en nombre toujours plus grand et qui nous étouffent. Et si c'était nous, en fait, les envahisseurs de la planète. Donc pour parler de ce sujet sérieux, nous avons Jean-Marc Ligny, qui s'est lancé très tôt dans la littérature, tout en travaillant pour vivre dans des domaines relativement connexes, comme l'imprimerie ou le journalisme. En tout, Jean-Marc Ligny a écrit une 40aine de romans, dont une dizaine pour la jeunesse, qui sont tous consacrés à la science-fiction ou au fantastique. Il a reçu de nombreux prix, et il a écrit des livres en particulier qui parlent du réchauffement climatique et de notre société, comme dans Aqua TM, ou le dernier Exode, qui est nominé pour le prix européen des Utopiales 2013. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Rémi Slama, qui est épidémiologiste environnemental. Il occupe le poste de directeur de recherche à l'INSERM. Il a une formation de docteur en épidémiologie, de polytechnicien et d'ingénieur agronome. Il travaille au centre de recherche de l'INSERM, où il anime l'équipe d'épidémiologie environnementale appliquée à la reproduction et à la santé respiratoire. L'équipe travaille principalement sur les polluants atmosphériques et les perturbateurs endocriniens. Il est co-auteur d'une 50aine d'articles scientifiques et de chapitres de livres. Il est conseiller élu du bureau de l'International Society of Environmental Epidemiology et membre du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire. Il a participé à différents travaux d'expertise et membre du comité de la prévention et de la précaution, président du conseil scientifique du programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens, ainsi que du conseil scientifique de l'appel d'offres cancer, reproduction et environnement de la Fondation de France. Donc merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris le temps de venir nous voir avec toutes ces activités. Donc avec eux, nous allons nous demander si nos déchets ne risquent pas d'entraîner la disparition de l'humanité. Est-ce là notre fin? Voilà. Donc voilà, donc la pollution, comme chacun sait, ça prend beaucoup de formes, mais celle qui est la plus insidieuse et la plus, je dirais, létale à terme pour l'humanité, c'est celle qui pénètre notre corps. C'est-à-dire qu'il y a la pollution qui perturbe la nature autour de nous, mais celle qui perturbe notre corps, c'est ça ce qui est plus votre axe de recherche. Oui, nous, on s'intéresse effectivement aux substances environnementales qui vont pénétrer dans l'organisme et avoir un effet sur la santé. Elles peuvent être de plusieurs natures. Ça peut être des facteurs chimiques comme des rayonnements, ça peut être des facteurs physiques comme les rayonnements, ça peut être des facteurs chimiques, et là il y a des centaines de milliers de molécules qui sont soit créées par l'homme, soit qui sont présentes naturellement dans l'environnement. Et ça peut être aussi des facteurs biologiques comme des virus ou des bactéries. Et ces substances vont pénétrer dans l'organisme, soit en passant les protections naturelles telles que la peau, soit bien plus souvent en utilisant les surfaces d'échange de l'organisme, comme les poumons qui sont faits pour échanger avec l'air, mais si l'air est contaminé, ces contaminants vont pénétrer dans notre organisme, ou le tube digestif qui est fait pour tirer ce qui est bon dans notre alimentation, mais qui va aussi en général laisser passer une partie des contaminants, et par là, dans certains cas, avoir un effet sur notre santé. Alors Jean-Marc Ligny, vous êtes plutôt tourné vers l'environnement, le monde autour de nous, plus que vers l'intérieur de l'humain. Oui, j'ai décrit donc dans Aqua TM et puis dans Exode ce que risquait de produire le réchauffement climatique, le changement climatique sur notre société. Donc à relativement court terme dans Aqua, c'est-à-dire à l'échelle de à peu près 20 ans dans l'avenir, et à plus long terme dans Exode. Et donc même si ces deux romans sont centrés sur le réchauffement climatique et ses conséquences sur la société, évidemment je ne peux pas passer sous silence le chapitre de la pollution et de ses effets sur l'humain. Vu que dans ces deux bouquins, ce qui m'a intéressé, c'est quand même avant tout l'aspect humain, comment l'humanité, la société dans son ensemble et les humains en tant qu'individus vont ressentir, éprouver, subir et affronter donc ce changement radical du climat de la planète. Et notamment dans Exode, au niveau de la pollution,
j'ai un personnage, une femme qui s'appelle Paula Rossi, une Italienne qui vient d'Italie, enfin qui traverse l'Italie avec ses deux enfants qui ont 8 et 11 ans, et le plus jeune tousse. Il n'arrête pas de tousser, il a une maladie. Et donc dans Exode, on est vers la fin du siècle, la civilisation s'est effondrée. Il reste que quelques enclaves sous dôme qui ont à peu près rompu tout contact avec le monde hostile extérieur. Et cette pauvre femme donc, a entendu dire qu'à Milan, il y avait un médecin qui pourrait éventuellement soigner son plus jeune enfant qui tousse. Elle ne sait pas ce qu'il a, évidemment. Elle ne sait pas si elle va trouver ce médecin, elle ne sait même pas s'il existe. Et ce pauvre gosse, en fait, il a peut-être simplement une mauvaise grippe, peut-être c'est juste l'air pollué qui l'a attaqué, ou alors il a peut-être ingéré des substances parce que bon, ils se nourrissent de ce qu'ils peuvent, les gens de rats crevés, de plantes anémiées, etc. Mais il a une simple maladie qu'aujourd'hui on soignerait avec quelques antibiotiques qui en fait risquent simplement de le tuer. Donc la pollution à ce niveau-là, elle est d'autant plus insidieuse que on n'a plus à cette époque-là les moyens de la diagnostiquer et de la soigner, quoi. Là actuellement on vit dans un monde pollué, mais c'est facile d'en déceler les causes, je pense. Enfin, alors, pour un médecin, oui, il y a eu énormément de progrès pour traiter, disons, l'effet le grand progrès du XXe siècle, ça a été les antibiotiques qui permettent effectivement de se débarrasser d'une bonne partie des pathologies d'origine bactérienne. Même là, on touche à certaines limites parce qu'il y a des phénomènes de résistance aux antibiotiques, parce que les bactéries ont une capacité à muter très importante qui fait qu'elles finissent par développer des résistances aux antibiotiques, et on commence à avoir des souches de bactéries qui sont capables de résister à une grande partie de l'arsenal d'antibiotiques dont on dispose en thérapeutique. Mais enfin, disons que pour les pathologies bactéries comme pour les pathologies d'origine bactérienne, on a fait d'énormes progrès. Maintenant, pour les effets d'autres contaminants de notre environnement comme les polluants d'origine chimique, c'est un travail énorme pour déjà être certain qu'il y a un effet sur la santé. Et puis, une fois qu'il est là, les mesures de prévention sont assez compliquées. Si on prend l'exemple des PCB qui ont été utilisés, par exemple, comme dans les transformateurs électriques et dans beaucoup d'utilisations, du fait qu'elles contiennent des molécules de chlore, elles sont très résistantes, elles s'accumulent dans la chaîne alimentaire, elles se dégradent très très lentement. Et on a beau avoir interdit ces substances dans les pays industrialisés à la fin des années 70, on les retrouve aujourd'hui dans le poisson qu'on consomme. On a des phénomènes de contamination en France, des poissons du Rhône, qui fait qu'épisodiquement on interdit la pêche dans le Rhône. Et on a beaucoup de mal à se débarrasser d'eux dans l'environnement, et quand ils sont dans l'organisme, ils vont se fixer dans les graisses, et il n'y a pas de technique pour les éliminer. Donc oui, l'espérance de vie globalement s'est améliorée en grande partie grâce au progrès de l'hygiène et des effets du traitement des pathologies virales et bactériennes, mais il y a des grandes préoccupations sur les effets d'autres facteurs environnementaux qui pourraient être responsables en partie de la survenue de cancers, de pathologies cardiovasculaires. Et voilà, on aurait pu aussi citer la pollution atmosphérique qui est présente et pour laquelle on a du mal à combattre. Moi, il y a des choses qui me fascinent justement au niveau de la pollution et qui titillent l'auteur de science-fiction que je suis. Justement, c'est d'avoir mis sur le marché et répandu dans l'environnement des substances dont on découvre qu'a posteriori et même souvent bien après leur nocivité, comme les PCB que vous venez de citer à l'instant. Certains médicaments aussi, d'ailleurs, qui s'avèrent beaucoup plus nuisibles qu'utiles à long terme. Et puis, il y a des images que moi je trouve tirées tout droit d'un film de science-fiction et qui malheureusement sont réelles. Là, récemment, une ville en Chine qui était noyée sous un masque, sous un brouillard de smog, mais tel que Londres n'en a jamais connu. Les gens étaient vraiment obligés de porter des masques pour sortir dans la rue, pour respirer simplement.
Et je pense que les cas de cancer ou de maladies pulmonaires ont dû être multipliés par 1000 durant cet épisode. Et puis le plus délirant et fantastique, c'est ce qu'on appelle désormais le 6e continent. C'est l'énorme continent d'échecs qui se trouve piégé au milieu du Pacifique, qui est grand comme, je crois, 3 fois la France ou 7 fois la France, je ne sais plus, mais c'est une surface immense, incommensurable de déchets qui stagnent à un endroit du Pacifique, parce que les courants l'amènent ici, et dont se nourrissent tous les organismes vivants, enfin se nourrissent entre guillemets les organismes vivants aux alentours, et que évidemment ça empoisonne à vitesse grand V. Et on voit des images de ça, mais on a l'air d'être dans un film de SF, quoi. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a effectivement une part, c'est vraiment un iceberg, cette pollution, avec une partie visible et une partie invisible qui est probablement beaucoup plus importante que la partie visible, ou en tout cas beaucoup plus difficile à combattre. Et l'exemple que vous avez pris de la pollution en Chine est très parlant, et ça c'est un cas qu'on a connu ici, et je pense que notamment ce qui a fait prendre conscience dans nos pays des effets de la pollution atmosphérique, c'est un épisode de smog, à mon avis assez similaire à ce qui s'est passé récemment en Chine, parce que c'était à Londres en décembre 1952, ils avaient des niveaux de pollution tels que là aussi, à 10 mètres, ils n'y voyaient pas. On a des photos, on voyait les policiers avec des torches, et à quelques mètres, ils disparaissaient. Et il y a eu effectivement plusieurs milliers de morts en excès dans les semaines qui ont suivi. Et ça, à la limite, c'est un épisode qui à la fois a eu des conséquences dramatiques, mais qui a entraîné une réaction assez rapide des pouvoirs publics, même si elle était complexe et pas assez proportionnée, puisque le problème qu'il y avait à l'époque, c'était que tout le monde se chauffait au charbon, et qui contenait beaucoup de soufre, et il a fallu beaucoup de temps pour éliminer le chauffage au charbon là-bas. Mais il y a effectivement toute une partie de cette pollution qui est visible, un peu comme les extraterrestres qui nous envahiraient sur cette image, ou un peu comme les fumées des industries qui sont source de certaines pollutions, mais qui, en tout cas dans nos pays, pour lesquels il y a eu pas mal de progrès au cours des dernières décennies. Par exemple, les usines d'incinération et les effets qui émettent de la dioxine, par exemple, ont été assez sévèrement réglementés à la suite de scandales et d'effets possibles qui entraînent la contamination du lait, et puis ensuite des effets possibles sur la santé, tels que l'augmentation du cancer du sein ou d'autres phénomènes de cancer. Donc il y a eu quelques progrès dans ce domaine dans nos pays, mais effectivement la situation dans les pays en développement, je ne sais pas si la Chine est encore un pays en développement, mais dans des pays comme la Chine, elle est très préoccupante. J'aime bien cette image parce que, en fait, on voit très bien la pollution chimique qui est émise, mais il y a certaines personnes qui voient aussi une soucoupe volante, donc un envahisseur un petit peu moins visible qui se cacherait là. Et pour beaucoup de polluants aussi, vous l'avez très justement évoqué, on était face à des substances qui étaient considérées comme tout à fait bénéfiques. Et vous avez parlé du PCB, il y a l'exemple du DDT, qui est un insecticide, et qui a été présenté comme un produit miracle, et moi, qui a des vraies propriétés en tant qu'insecticide. Il a permis de lutter dans beaucoup de pays. Ici, je crois que c'est en Sicile, et que ce soit dans le sud de l'Italie ou que ce soit en Amérique du Sud, le DDT a probablement contribué à éradiquer la malaria, dont le vecteur est l'anophèle, un insecte. Donc il a été présenté comme quelque chose de très bénéfique. Il a valu à son découvreur d'ailleurs, Charles Dodds, le prix Nobel de médecine pour ce côté produit miracle. Et vous voyez par ces photos qu'on l'utilisait dans les années 30-40 pour lutter contre tout un tas de parasites. Là c'est dans l'armée américaine, en voyant comme quelque chose de tout à fait anodin. Et ces dames qui sont au milieu d'un nuage de DDT ne considèrent pas ça du tout comme nocif. Et ça, c'est même une publicité où on avait demandé à un top modèle de New York dans les années 40 de poser au milieu d'un nuage de DDT en buvant un coca et en mangeant un hamburger, pour montrer que c'était absolument sans effet. Donc ça, c'était vraiment un grand ami. Et il a fallu... D'abord, en fait, l'alerte est venue de l'environnement, des alertes sur la faune sauvage avec la diminution de la taille d'espèces, notamment d'oiseaux, notamment des oiseaux un peu symboliques comme l'aigle royal aux États-Unis, pour qu'il y ait eu et beaucoup de travaux pour montrer que c'était dû en partie à des substances chlorées comme le DDT, pour qu'il y ait eu une prise de conscience
pour qu'il y ait eu aussi des études chez l'humain qui montrent certains effets, puisque c'est une substance qui agit sur le système nerveux des insectes et qui va aussi pouvoir agir sur le système nerveux chez l'humain, et pour qu'il y ait dans beaucoup de pays une interdiction, qui n'est pas dans tous les pays. En Afrique du Sud, ils s'en servent encore pour lutter contre la malaria en disant qu'ils pensent que le bénéfice est supérieur au risque, et pour qu'il y ait des conventions internationales qui, un peu comme une alliance contre un envahisseur extraterrestre, pour essayer de lutter contre ces substances, mais avec un effet d'ailleurs relativement limité, parce que c'est une substance qui peut persister des dizaines d'années dans l'environnement et qui va persister aussi des dizaines d'années dans notre organisme. Donc même si il a été interdit dans notre pays à la fin des années 70, on a tous ici dans l'assistance, probablement 99% d'entre nous, des niveaux détectables de DDT qui circulent dans notre organisme, et il faudra beaucoup de temps pour que l'héritage de cette substance disparaisse. C'est pas très comment dire, joyeux comme citoyen. On aurait pu aussi parler des gens qui se soignaient avec des substances radioactives au début du siècle, du XXe siècle aussi. Qui était censé être un miracle et en fait les tuer petit à petit. Oui, tout à fait. Oui. Enfin, on continue à soigner avec les substances radioactives. Je veux dire, la radiothérapie, dans le cas du cancer, c'est typique du côté ambivalent de ces facteurs environnementaux qui peuvent quand même, dans certaines circonstances, être très utiles. Si quelqu'un a un cancer, une radiothérapie ciblée sur les cellules cancéreuses va permettre de guérir ou de limiter l'étendue et la progression de la maladie. Mais effectivement, chez quelqu'un en bonne santé, ça peut se révéler tout à fait nocif. Donc on est face à des... Voilà, les contaminants environnementaux, c'est effectivement l'extraterrestre qui arrive en disant bonjour, je suis ton ami, je suis là pour découvrir ta civilisation, et qui peut-être dans certains cas est un ami, mais qui peut-être finalement au bout de 20 ou 30 ans, on va se révéler être quelqu'un qui insidieusement est venu pour des motifs beaucoup moins pacifiques, quoi. Bien, alors effectivement, donc là on a vu le côté, je dirais, un peu imprévision, comment dire, pas imprévisible, imprévoyant, voilà, de l'homme qui finalement utilise des produits sans avoir vraiment complètement vu ce qu'il pouvait faire. Maintenant, il y a quand même une bonne partie de la pollution qui vient de notre production à nous, de nos déchets, que ce soit au travers de la dioxine dont on parlait tout à l'heure, au travers des incinérateurs, des déchets que l'on peut lancer dans les rivières qui finissent par arriver dans la mer, ou des déchets que l'on entasse, alors plus trop chez nous, puisqu'on les enterre quand même assez profond, ou on les incinère, mais il y a de grosses décharges, où il y a des gens qui vivent dans des décharges, en Amérique du Sud en particulier. Est-ce qu'il y a des études sur l'impact de l'environnement dans lequel vivent ces gens ? Je pense qu'il y en a beaucoup trop peu, pour des raisons, je pense, malheureuses, qui sont que, en gros, les pays où il y a les problèmes sont aussi les pays où il y a peu de moyens pour faire de la recherche. Et j'imagine que, d'ailleurs, s'il y avait des moyens dans ces pays-là, peut-être la première chose à faire, ce serait de fournir à manger à ces populations, ou de leur donner un mode de vie décent, plutôt que de les étudier dans cet environnement extrêmement dur dans lequel ils vivent. Donc il y a relativement peu d'études sérieuses, il y a peu de pays peu développés industriellement qui ont les moyens de faire des études. Le cas de pays maintenant assez développés comme la Chine est différent, puisqu'ils ont maintenant énormément de moyens et une recherche extrêmement développée. Il y a eu des exemples, il y a notamment beaucoup d'études sur la pollution de l'air en Chine, où ils ont des niveaux de contamination par les particules, des fois des pics de pollution à Shanghai qui vont être de 900 microgrammes par mètre cube, alors que la réglementation en France, c'est 50, c'est considéré comme un niveau d'alerte. Mais en Chine, ils fonctionnent encore beaucoup au charbon. Ah oui, tout à fait. Ce qui explique qu'ils sont à ces niveaux. Mais en même temps, ils sont dans la situation où à la fois ils ont des niveaux de pollution qu'on a très, très rarement eu il y a très longtemps dans nos pays, mais ils ont les moyens un niveau de préoccupation qui commence à se développer sur ces problèmes, parce qu'ils ont une recherche très structurée, et la population commence à être complètement informée de ces effets, et on peut imaginer que le mode de développement du pays va évoluer dans les prochaines années ou décennies, si le niveau de préoccupation se maintient,
parce que les effets sont vraiment manifestes là, dans ce cas-là. Ceci dit, si ils abandonnent le charbon pour s'ouvrir au nucléaire, la pollution changera de visage, on va dire. Ou plutôt, elle prendra un visage beaucoup moins visible, mais peut-être encore plus insidieux. Parce que bon, dans les types de pollution qu'on envisage là, il y a aussi évidemment la pollution nucléaire qui est pas visible, qui est à long terme, et qui touche également absolument tout le monde. Hein. Bon, les exemples type Tchernobyl ou Fukushima sont aussi d'énormes sources de pollution, parmi la plus terrible qui soit, moi je trouve, parce que justement on la voit pas, on la sent pas, elle ne produit pas ses effets dans l'immédiat et elle tue inexorablement, je dirais presque. Ouais, alors là, moi c'est moins mon domaine, donc je suis plus prudent. C'est en tout cas de nature très différente, c'est-à-dire que on troque, si on parle du charbon, on a un effet à très court terme, c'est-à-dire que s'il y a un pic de pollution aujourd'hui, il y a des gens, des personnes âgées, des nouveau-nés, qui peuvent avoir des crises d'asthme, qui peuvent décéder du fait de ce pic de pollution à très court terme. Donc là, on a un effet qui est important, grave et à très court terme. Et effectivement, si on réussit à se débarrasser de cette pollution, il y aura un impact sanitaire bénéfique, mais si ça se fait en utilisant l'énergie nucléaire, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que le fonctionnement des centrales nucléaires en lui-même est quand même ce qu'elle émet, la centrale est relativement peu polluant. Maintenant, effectivement, elle génère des déchets radioactifs à vie courte et à vie longue, dont le stockage pose énormément de débats et qui vont être là présents pendant des centaines de milliers d'années, dont l'industrie nous dit qu'ils sont sûrs qu'ils peuvent le stocker de manière sans danger, mais c'est des échelles de temps tellement démesurées qu'effectivement on a l'impression qu'ils jouent un peu on a du mal à imaginer que les modélisations permettent d'être sûr que dans 300 000 ans il n'y aura aucune fuite sur les sites de stockage qui sont prévus, quoi. C'est assez déroutant pour nous qui avons du mal déjà à bien décrire le présent quand on voit des gens qui nous annoncent que dans 300 000 ans rien ne va bouger. Effectivement, c'est impossible à prévoir. Donc on est un petit peu sur une espèce de bombe à retardement, quoi, c'est ça? On est en train de construire et petit à petit. Alors effectivement, il y a la notion du nucléaire, il y a les nappes phréatiques aussi. On parle de l'eau, ce qui a l'air d'être un peu votre sujet. Ouais, c'est un peu le sujet d'Aqua, effectivement. Enfin, quoique dans Aqua, je parle pas vraiment de la pollution des nappes, mais plutôt de leur raréfaction. Du fait qu'on a énormément puisé dedans, que c'est parfois de l'eau qui n'est pas renouvelable ou pas renouvelée, et que effectivement le problème de l'eau commence déjà à se poser de façon drastique dans beaucoup de pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Faut savoir qu'il y a seulement 1% de l'eau sur la planète, je crois, seulement 1% de l'eau sur la planète qui est potable, et que cette eau potable, on peut n'en exploiter qu'environ 10%. Donc c'est une très petite quantité d'eau potable qu'on peut extraire du sol, et cette eau, si on en tire trop, eh ben, elle se renouvelle beaucoup moins vite qu'on en puise, et du coup les nappes phréatiques s'épuisent, sans parler qu'effectivement on les pollue aussi avec les infiltrations de polluants dans le sol, et que du coup on en vient à tirer de l'eau polluée, et que c'est pas toujours décelable au premier abord, quoi. Oui, c'est effectivement quelque chose qui est c'est une source de pollution qui en termes d'impact sanitaire est absolument majeur dans les pays en voie de développement, et notamment une des très grandes causes de mortalité infantile en Afrique et dans d'autres pays. Absolument. C'est le fait qu'ils n'ont pas d'accès à une eau propre, ce qui est d'autant plus désespérant qu'il y a des moyens de lutter contre ça qui sont extrêmement simples, qui sont des mesures d'hygiène tout à fait extrêmement simples, et qui sont des choses contre lesquelles on a appris à lutter dans notre pays. Il y a un des exemples en Europe, la prise de conscience, elle remonte des années 1850. Il y avait un médecin qui était l'anesthésiste de la reine d'Angleterre, qui s'appelait John Snow, qui a montré que le choléra était dû à la contamination de l'eau, alors qu'à l'époque on pensait que ça se transmettait par des miasmes dans l'air. Il a fait une étude en montrant que en fait
les gens qui décédaient du choléra étaient ceux qui vivaient dans les zones où le réseau d'eau était puisé dans la Tamise, au niveau de la ville de Londres, à une époque où les égouts de la ville, et donc tous les effluents, toutes les eaux usées se déversaient dans la Tamise. Et donc il a montré que les gens qui étaient alimentés par cette eau qui était puisée dans la Tamise étaient ceux qui avaient les taux les plus élevés de choléra. Et alors, à partir de là, on a utilisé dans nos pays la chloration pour se débarrasser du problème, disons, bactérien qui est dans l'eau, et avec une vraie efficacité quand même, parce que dans nos pays, il y a très peu d'infections bactériennes qui surviennent par l'eau aujourd'hui. Sauf que maintenant, la question se pose aussi dans nos pays des effets de ce qu'on appelle les sous-produits de chloration. C'est-à-dire que quand ce chlore qui est utilisé dans l'eau, qui est un agent antibactérien très efficace, est en présence de matière organique, et ça se passe dès qu'on a des eaux de surface avec des feuilles mortes, par exemple, c'est de la matière organique, on a ces sous-produits de chloration comme le chloroforme, le bromoforme qui sont créés. Et il y a maintenant des études épidémiologiques qui font penser que ces produits peuvent augmenter le risque de certains cancers, notamment le cancer de la vessie. Donc on a l'exemple à nouveau d'une substance qui, un peu comme le DDT, a un impact sanitaire positif initialement. Et je pense que là, dans le cas de la chloration de l'eau, il y a quand même très globalement un effet sanitaire qui est positif, mais qui peut quand même avoir des effets secondaires, un peu comme un médicament qui traite une maladie, mais qui va, dans certains cas, entraîner des effets secondaires peut-être rares, mais réels, et avoir un impact sur la santé. Je crois, pour préciser, qu'il y a à peu près 1,3 ou 1,5 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable quand même, ou à l'assainissement, enfin à la filtration des eaux, et que parmi ce 1,3 milliard de personnes, il y a à peu près 1 million d'enfants qui meurent chaque jour des suites d'une eau insalubre. Ça fait quand même froid dans le dos. Hein. Ceci dit, l'humanité quand même continue de croître à un rythme effréné malgré tout. Alors justement, est-ce qu'on peut se tourner vers le futur? Parce que, bon là on a pris des exemples, effectivement, je parlais de gens qui mettaient des filtres à radiation dans leur eau potable au début du siècle, enfin au début du XXe siècle. On a parlé de DDT, on a parlé de la dioxine, on a parlé des PCB. Mais est-ce que ce ne sont pas des expériences du passé? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, encore, on joue encore à l'apprenti sorcier, ou est-ce que on est devenu un petit peu plus raisonnable? Parce que je dirais que nous tous, dans notre vie de tous les jours, on a quand même changé par rapport à il y a 30 ans. On trie nos déchets, on recycle, on fait attention aux piles, on fait attention à tout un tas de choses que l'on récupère. Est-ce que c'est vrai aussi à une échelle un petit peu plus grande de l'industrie? Je vais vous passer la parole, mais moi je pense qu'on joue toujours à l'apprenti sorcier. On paraît être plus prudent dans les substances purement chimiques. Genre, avant de mettre un produit sur le marché, on va faire des études épidémiologiques, etc., plus poussées, avec des matériels plus modernes et avec des études statistiques peut-être plus poussées. On va peut-être pas, effectivement, mettre des top modèles au milieu de nuages de DDT pour montrer à quel point c'est peu nocif. Mais aujourd'hui, on se retrouve face à des cas comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou la grippe aviaire ou des virus comme ça inédits, et dont on a l'air de se demander tout d'un coup d'où ça vient et pourquoi ça apparaît comme ça, alors qu'avant, apparemment, ça n'existait pas. Et puis on se rend compte que ça vient des élevages industriels, qu'on a des fois tellement dénaturé la nature, je dirais, sans forcément ajouter des produits nouveaux, mais tellement déréglé des cycles naturels de vie des animaux, simplement, dans le cas des vaches ou des poulets pour la Creutzfeldt-Jakob ou la grippe aviaire, qui fait que apparaissent des mutations qu'on ne pouvait pas prévoir, évidemment, vu que ce sont des mutations et qui peuvent faire des ravages. Moi, je pense que, il y a un certain nombre de films de livres et de films de science-fiction sur des épis foudroyantes qui déciment l'humanité, on transforme les 3/4 en zombies, etc. Bon, c'est le cinéma, mais certains films sont assez réalistes et on n'est pas à l'abri aujourd'hui d'une épidémie effectivement plus ou moins foudroyante qui peut décimer une bonne partie de l'humanité, issue d'une mutation de souche virale ou prionique ou autre, qui fait que c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas vu venir
mais qui va être une combinaison de tout un tas de facteurs de dérèglements environnementaux dus à l'économie, je sais pas moi, des mutations génétiques de plantes. Même si je vous rappelle que dans la guerre des mondes de Wells, c'est les bactéries qui aident les humains à se débarrasser des extraterrestres et des envahisseurs. Donc le problème n'est pas nouveau. Enfin là, je sais pas, je m'adresse du coup à un spécialiste. Je pense que je suis pas trop à côté de la plaque, même si je parle pas avec des termes précis. Vous avez tout à fait raison de dire que les facteurs viraux et bactériens posent des vrais défis, surtout dans un monde complètement interconnecté comme celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec les transports actuels et les échanges à tous les niveaux qui existent sur notre planète, s'il y a une souche virale nouvelle et difficile à combattre qui se déclenche à un endroit quelconque de la planète, le délai, si elle n'est pas identifiée tout de suite et contrôlée tout de suite, dans un délai extrêmement court, elle est susceptible de se répandre sur l'ensemble du globe. On a eu l'exemple avec effectivement H1N1 récemment. L'effet, la mondialisation va faire que l'effet notamment de pathologie virale, même si les échanges entre les humains ont toujours existé, mais cette mondialisation va faire que les effets de ces contaminations virales peuvent être plus rapides et foudroyants qu'avant. Alors, c'est sûr qu'il y a un siècle, il fallait 6 mois pour aller aux États-Unis. Maintenant, il faut 6 heures. Voilà. Quoi, donc, maintenant, le délai de réponse des scientifiques est un peu plus rapide, c'est-à-dire qu'ils ont des outils pour analyser un peu plus rapidement qu'avant quelle est la nature du danger et quels sont les vaccins, les moyens de combattre éventuels, mais ils n'existent pas toujours. Mais il y a effectivement cette évolution dans le temps. Si on prend l'exemple ici, j'ai mis, parce que ça ressemble beaucoup à un vaisseau spatial, vous voyez sur la partie gauche, c'est pas du tout un extraterrestre, c'est une molécule de benzène qui a un noyau aromatique et qui a pas du tout la même taille que le vaisseau spatial. On est en dessous du nanomètre, mais ça c'est une molécule qui a été utilisée depuis la fin du 19e siècle et il a fallu en gros 50 à 100 ans pour la combattre et avec énormément de débats scientifiques et autres. Et puis de problèmes liés au fait que l'industrie réagissait pas très rapidement pour protéger d'abord les travailleurs. Et tout ceci a permis effectivement le développement de la toxicologie et les tests que vous évoquiez. Mais ce qui s'est passé en parallèle, c'est que à la fois pour essayer de remplacer ce genre de molécules qui étaient pas chères et très utiles, le benzène c'est un solvant vraiment qui avait énormément d'utilisation dans les peintures, dans les colles, etc. Et ben en fait, un très grand nombre d'autres molécules ont été développées. Donc là, il y a des molécules anciennes comme les PCB, des molécules qui sont générées par des produits de combustion comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, et puis d'autres plus récentes comme les composés perfluorés. Alors, les composés perfluorés qui sont, par exemple, ce qu'on utilise sur toutes les moquettes. D'abord, on utilisait ça dans les poêles anti-adhésifs comme le téflon, ou sur les moquettes anti-taches. Ici, si je renverse mon café, il est probable que ça va se nettoyer beaucoup plus rapidement que sur une moquette d'il y a 30 ans, parce qu'elle est anti-tache. Mais parce qu'on a mis cette molécule de type composé perfluoré, qui fait que les graisses ne vont pas être absorbées, disons. Et donc à la fois, on a de plus en plus d'outils pour détecter un petit peu en avance et de tests chez l'animal qui sont acceptés par l'ensemble des industriels pour détecter si la substance peut avoir un effet, mais le nombre de substances chimiques qui a été créé est absolument colossal parce que notamment, et en gros ça s'est développé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on a maintenant des centaines de milliers de molécules qui sont créées industriellement, qui posent vraiment pas tout un problème, heureusement, mais dont une certaine partie vont arriver jusqu'à notre organisme et peuvent causer un effet. Et leur nombre est tel que, il faut être honnête, les capacités de recherche actuelles ne permettent pas de faire un suivi exhaustif, complet de toutes ces substances. Surtout que bien souvent, on n'a pas les outils pour les détecter. Alors la réglementation se met en place et maintenant, au niveau européen, quand on veut produire une substance à plus de 1000 tonnes, il faut qu'on donne les moyens il faut que l'industriel explique comment cette molécule peut être détectée et comment on peut la tracer dans l'environnement ou dans l'organisme. Donc il y a des choses qui se mettent en place, mais disons que paradoxalement, les problèmes qu'on a détectés à une certaine époque fait qu'on génère des molécules qui nous posent de plus en plus de questions à nous, scientifiques. Par exemple, les PCB, on a vu que c'était, et le DDT, on a vu que c'était des molécules très persistantes.
Donc on a dit aux industriels, faites-nous des pesticides qui ne soient pas persistants. Ce qui part d'une très bonne idée. Donc on a fait des pesticides organophosphorés ou de ce type-là, ou des pyréthroïdes, qui sont beaucoup moins persistants, ce qui peut sembler sympathique pour l'environnement et pour notre organisme. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas persistants qu'ils n'ont pas d'effet, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des mécanismes, vous parliez de reprogrammation, de mutation, et on peut avoir des fois, dans le cas de rayonnement, des mutations génétiques, mais on a découvert des nouveaux types de mécanismes biologiques qui sont des mécanismes épigénétiques, qui peuvent réguler l'expression des gènes sans vraiment modifier la séquence de l'ADN. Et ça, c'est particulièrement redoutable parce que cette reprogrammation va pouvoir avoir des conséquences à très long terme. Donc il y a des expériences chez l'animal qui montrent que si on expose l'animal pendant sa vie intra-utérine, qui est une période où il y a un grand remodelage épigénétique qui a lieu et où le développement des organes se met en place, eh bien peut-être qu'il n'y a pas d'effet à très court terme, mais on a une reprogrammation épigénétique qui se met en place et qui va faire que l'animal devenu adulte va avoir de l'obésité, va avoir du diabète, va avoir certains troubles du métabolisme. Et ça, c'est assez difficile à mettre en évidence chez l'humain parce qu'il faut un suivi à très long terme qu'on a du mal à mettre en place dans les études épidémiologiques. Et c'est aussi difficile à mettre en place chez l'humain parce que ces nouvelles molécules qu'on a créées, on a souhaité qu'elles soient peu persistantes, et donc pour les doser dans l'organisme, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, parce que si vous venez pas pile au bon moment, juste après l'exposition, vous allez peut-être avoir l'impression que la personne n'est pas exposée, alors que 5 minutes plus tard, elle va mettre un cosmétique ou une autre substance, ou un produit qui va l'exposer. Mais pour bien doser la substance et mettre en évidence son effet, il faut réussir aujourd'hui à faire des prélèvements biologiques répétés chez les sujets, ce qui est extrêmement compliqué. Donc il y a un jeu de cache-cache avec ces substances qui donne beaucoup de travail à la communauté des chercheurs. Bon, alors on le sait, il y a des films, il y a des livres qui ont parlé de drames, qui imaginaient la fin du monde. Est-ce que, là on va se mettre peut-être plutôt vers le scientifique pour demander, est-ce qu'on peut raisonnablement dire que, est-ce qu'on peut imaginer scientifiquement que l'humanité soit détruite par ses propres déchets? Alors moi, je pense qu'un écrivain sera beaucoup plus à l'aise qu'un scientifique pour répondre en bonne conscience à une question comme ça, parce que nous, on a déjà beaucoup de mal à décrire le présent, mais à part mes collègues qui font de la météorologie, qui travaillent sur le changement climatique, qui ont des modèles pour essayer de prédire le futur, on a vraiment beaucoup de mal à se projeter en arrière. On sait déjà que nos prédictions, entre guillemets, sur le présent sont assez instables et assez incertaines. Donc ce qu'on sait, c'est à la fois que, quand même, au cours des dernières décennies, l'espérance de vie, la tendance générale, c'est que l'espérance de vie s'allonge dans beaucoup de pays. Quand on regarde ce qui va se passer dans le futur, c'est vraiment, on arrive dans une zone d'incertitude plus importante. C'est pas si évident que ces tendances se maintiennent. Et il y a des projections qui nous disent que, notamment dans des pays comme les États-Unis, il est possible que l'espérance de vie recommence à diminuer, probablement du fait d'un mélange de facteurs, mais notamment beaucoup liés aux problèmes d'obésité qui sont multifactoriels, mais qui vont inclure à la fois des causes liées au comportement, au mode de vie sédentaire, à l'alimentation, et aussi aux contaminants environnementaux, parce que certaines de ces molécules qui sont ici sont capables d'interagir avec le tissu adipeux et de stimuler la croissance, le développement des adipocytes. Donc par des causes qui sont à la fois environnementales et comportementales et sociétales, il est possible qu'il y ait des tendances à la diminution de l'espérance de vie qui s'amorcent. Donc ça, c'est des phénomènes un peu lents qui sont tout à fait possibles, et dans les pays moins industrialisés, c'est encore moins évident c'est encore plus probable qu'il y ait des choses comme ça qui se produisent. Maintenant, je pense que si vous faites référence à un accident, à un événement de manière beaucoup plus abrupte, là, c'est encore plus complexe, je dirais, d'un point de vue scientifique, de décrire la probabilité d'un tel événement. Ce qu'il y a de sûr, c'est que d'une manière générale, il faut plutôt, moi j'ai envie de dire qu'il faut se méfier des projections des scientifiques, parce que le passé montre qu'ils sont assez mauvais pour prédire l'avenir. Souvent, ils ont tendance à sous-estimer les dangers. L'exemple de Fukushima, la conjonction de divers événements, un raz-de-marée, un tremblement de terre dans une zone où il y a des installations nucléaires, c'était quelque chose qui, selon les modèles probabilistes, avait une probabilité vraiment infime de se produire. Alors peut-être que le modèle n'était pas faux, mais le fait est que ça s'est quand même vraiment produit. Donc
Donc c'est des choses qui sont la science du chaos et de ce genre de catastrophe et à certaines limites, et c'est un exercice extrêmement compliqué. Moi, je pense, là vous parliez d'études tendant à montrer que l'espérance de vie pourrait diminuer aux USA. Il me semble avoir vu que c'est déjà le cas en Russie, où l'espérance de vie est passée en dessous de la soixantaine. Pour les Russes en général, du fait de pollution, mauvaise alimentation. Bon, il y a le facteur alcoolisme aussi, ouais. qui est pas négligeable en Russie. Mais c'est comme ça qu'ils avaient d'ailleurs prédit la chute du communisme. C'est en regardant les données, même si elles étaient pour en partie faussées, mais c'est des démographes qui avaient des données sur l'espérance de vie et la mortalité infantile qui étaient vraiment à des niveaux extrêmement élevés. C'est à partir de ça, il y a des gens qui ont prédit avec quelques années en avance la chute du communisme en disant une société qui évolue dans ce sens-là et une société qui va très mal. Et voilà, bon, au niveau des polluants, des germes, des substances qui pourraient éventuellement détruire l'humanité, je dirais que c'est un des sujets de prédilection de la science-fiction. Hein. C'est à la fois élégant, facile à mettre en place et puis bon, après on peut imaginer des scénarios post-apocalyptiques de toute nature. Et à ce niveau-là, je citerai le très beau film de Terry Gilliam, L'armée des 12 singes, où quand même on a une espèce de savant fou qui répand dans tous les aéroports un agent toxique qui met fin à la plus grande partie de l'humanité. Ou le roman de Jean-Pierre Andrevon, Le Monde enfin, où pareil, c'est une espèce de maladie virale foudroyante qui a décimé la plus grande partie de l'humanité, et du coup la végétation a repris ses droits, envahi les villes, les animaux se sont libérés des eaux, et il y a une espèce de vie sauvage foisonnante, et c'est ce roman est un très bel hymne à la nature, qui reprend tous ses droits, et où l'humain n'est plus qu'une fourmi parmi les autres, quoi, je dirais. Bon, la SF a beaucoup spéculé sur des fins du monde par des germes et des polluants quelconques. Bon, il y a Soleil Vert qui a été un des premiers sur le sujet, qui est un film quasiment prémonitoire, qui date de 1974 quand même. Moi, j'ai préféré la fin plus lente et plus douloureuse du réchauffement climatique. Parce qu'elle a le mérite de combiner à la fois la pollution, le dérèglement du climat, le changement au niveau végétation, etc. Et de détruire lentement la société et de la ronger plutôt de l'intérieur. C'est plus compliqué à mettre en place. Enfin bon, on voit que c'est en train de se mettre en place tous les jours. Mais c'est plus complexe à étudier que tout d'un coup un virus foudroyant qui va éliminer les 9/10 de l'humanité en l'espace de 48 heures. Je crois que c'est très important ce que vous dites là. C'est vraiment le cœur d'une question très importante. En tout cas, quand on s'intéresse à la santé, c'est crucial ce que vous dites. Parce qu'effectivement, on a l'exemple, on a un virus qui apparaît, vous allez avoir tout de suite quelque chose de nouveau. Vous allez avoir tout de suite des centaines de millions d'euros sur la table. Tous les organismes de recherche au niveau international, tous les pays qui vont se mettre à mettre des moyens incroyables pour réagir et qui vont faire que, dans certains cas, on va pouvoir trouver une parade. Peut-être pas dans tous les cas, et peut-être que la parade est partielle. Je veux dire, le VIH est apparu au milieu des années 80. On ne s'en est pas encore débarrassé, même si on contrôle un petit peu, disons, dans nos pays. Et là, comme vous avez, et même si c'est très impressionnant, comme vous dites, c'est simple, ça, presque. Et alors, moi, c'est mon point de vue de chercheur en santé publique, mais la vraie difficulté, comme vous dites, c'est les choses qui sont là, qui sont bien installées et qui rongent la santé ou la société de l'intérieur. Et moi, j'ai envie de dire, bon, oui, on peut spéculer sur un virus, sur quelque chose qui vient de très loin ou qui apparaît et qui, du jour au lendemain, va décimer des centaines de milliers, des dizaines de milliers de personnes. Mais, en fait,
elle est déjà là, cette substance. Si on prend le cas de la France, donc c'est des chiffres un peu plus bas, mais quels sont les facteurs contrôlables dont les gens décèdent? Le premier, c'est le tabac, que tout le monde connaît. C'est 80 000 décès, probablement, 80 000 décès par an, plus un nombre très important de pathologies. Et on le connaît tous très bien, et on connaît tous des gens qui fument, et de toute façon, on va pas... il y a un côté, il y a une image qui maintenant commence à être assez négative, mais enfin, il y a une lutte contre le tabac qui est assez inefficace, sachant que ça fait quand même 50 ans qu'on sait que c'est un des très grands poisons auxquels on s'expose. Le deuxième, c'est l'alcool, avec probablement 30 000 décès par an. Et le troisième, très près de l'alcool, c'est la pollution atmosphérique, qui est largement au-dessus des décès par accident de la route, qui sont à peu près à 4 000. La pollution atmosphérique, c'est aussi de l'ordre de 30 000 décès par an. Et la lutte contre ces facteurs est très inefficace, probablement parce qu'ils sont connus, quoi. Donc on a un peu de moyens pour lutter contre. Il y a de la réglementation, mais elle est timide. En plus, quand on est dans une période de crise économique, on a l'impression que si on fait une réglementation, on va augmenter la crise, alors que c'est pas du tout montré que lutter contre la pollution, ça fait diminuer la richesse. Au contraire, ça crée aussi de nouvelles entreprises, de nouvelles technologies pour se débarrasser des polluants. Et la vraie difficulté, en tout cas, il y a clairement des facteurs qui sont là, qui sont présents, qui ne sont pas des petits hommes verts qui vont nous menacer, mais qui, au contraire, sont des éléments qu'on croise tous les jours, comme les particules fines qui sont là dans l'air qu'on respire, dont les causes sont très bien connues, pour lesquelles on a des moyens de lutte, mais pour lesquels il faudrait probablement, ou certains pensent probablement, qu'il faut modifier de manière trop considérable notre mode de vie, notre société pour lutter contre eux, alors qu'en pratique, c'est d'ailleurs pas forcément le cas. Mais la vraie difficulté, elle est sur ces facteurs. En tout cas, il y a un vrai problème sur ces facteurs qui sont là et qui sont intégrés dans notre société. Et c'est beaucoup plus facile des fois d'avoir des moyens et une réaction forte face à quelque chose de nouveau qui a peut-être un effet assez limité, mais qui va faire peur par son côté nouveau. L'exemple récent, c'est le bisphénol A, qui est une substance qu'on sait bien doser chez l'humain depuis une quinzaine d'années, pour lesquels on a pas mal d'éléments sur des effets nocifs chez l'animal, mais pour lesquels on a peu de données chiffrées, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la notion que ça va entraîner des dizaines de milliers de décès par an en France, et qui a été interdit très récemment par le Parlement. Et je ne critique pas cette mesure, c'est sûrement une bonne mesure, mais qui a été interdit très rapidement par le Parlement, alors qu'on ne sait pas du tout le nombre de décès qu'il y a derrière, et c'est même pas sûr qu'il y ait beaucoup de décès. Mais à côté de ça, on a des substances qui sont présentes dans notre environnement depuis des dizaines d'années, dont on connaît la nocivité depuis des dizaines d'années, et pour lesquelles la lutte est très timide, je dirais. Moi, j'ai l'impression que des fois, on interdit des substances dont on sait depuis longtemps, dont on connaît depuis longtemps l'atmosphère, et à partir de quand on les a interdits, dès qu'on a réussi à les remplacer par un gaz plus inerte, je pense, ou alors est-ce que c'est une découverte qui a été immédiatement prise en compte, quel que soit l'état de l'industrie chimique à l'époque? Non, vous avez tout à fait raison. Historiquement, si on prend le cas par exemple du benzène ou de l'amiante, c'est des substances, en gros, dès la fin du 19e siècle ou tout début du 20e siècle, on commençait à savoir qu'il y avait un problème. Et même si les médias étaient beaucoup moins développés qu'aujourd'hui, même si la recherche était moins développée. Et il y a eu de très fortes réticences, et ça a été bien documenté, ça a aussi été très bien documenté dans le cadre de l'industrie du tabac, pour minimiser les effets, et aussi pour effectivement dire il ne faut pas interdire la substance, il faut essayer de diminuer un peu les niveaux d'exposition pour ce qui est réaliste, à des niveaux réalistes, en disant bah écoutez, là on est à 100, on peut peut-être descendre à 50, mais ne nous demandez pas de descendre à des niveaux de 2 parce que ça vraiment on n'y arrivera pas. Et ça a effectivement retardé beaucoup la réglementation, ça a entraîné beaucoup d'effets sur la santé. C'est très clair dans le cas du benzène qui attaque la moelle épinière et qui va créer des cancers type leucémie. Ou il y a l'exemple de l'amiante aussi avec le mésothélium, les problèmes respiratoires. Et ça, effectivement, ça correspond un peu au mécanisme que vous avez dit, et ça a été lié au fait que pendant assez longtemps, l'industrie faisait partie des comités d'experts qui étaient là à faire la réglementation, et puis ils avaient une porte d'entrée assez efficace au niveau des organismes décisionnels. Mais en fait, on se rend compte que
il y a pas mal d'exemples où on nous dit non, il n'y a pas de produit de substitution, vous ne pouvez pas nous demander d'interdire cette substance, mais quand on les interdit, en fait, il y a assez rapidement, et c'est l'ingéniosité humaine et c'est le génie de l'esprit humain, il y a assez rapidement tel industriel, qui est peut-être pas le gros industriel qui avait le marché avant, mais qui va surgir et qui va proposer une nouvelle technologie qui permet de se passer de la substance. Donc c'est tout le débat qu'on a dans le domaine de la santé environnementale, mais pour lequel on a quand même... Est-ce qu'il faut interdire au risque de déstabiliser les industriels aujourd'hui ou leur laisser le temps de préparer des nouvelles substances et puis interdire après? En fait, on a quand même l'impression que si on réglemente de manière assez claire en disant ces substances on n'en veut pas, eh ben, les industriels vont mettre les moyens pour trouver de la substitution, pour faire ce qu'on appelle, c'est le domaine de la chimie verte aujourd'hui, où il y a énormément de choses à inventer, et donc ça stimule l'activité économique finalement, et ça stimule l'inventivité humaine, des fois de mettre un aiguillon un peu dur, du style une réglementation, une interdiction. On a interdit le bisphénol A dans les biberons. Est-ce que les bébés du jour au lendemain ont plus de biberons pour boire le lait? Non, à ma connaissance, il n'y a pas eu de pénurie de biberons. Et pourtant, les biberons actuels sont sans bisphénol A. Bien, je suis désolé parce que c'est passionnant, mais on approche de la fin de cette conférence, et donc je pense que c'est un peu le moment de nous tourner vers le public et de voir quelles sont les questions que vous pouvez avoir à poser. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses à dire, à nous demander? Alors normalement, il devrait y avoir un micro. Voilà. Oui, bonjour. Personnellement, je ne sais plus quoi penser de l'eau. J'ai l'impression d'avoir entendu tout et son contraire au niveau de l'eau. L'eau du robinet, donc avec l'aluminium, les résidus de médicaments qu'on ne sait pas traiter, etc. Donc, faut-il boire de l'eau du robinet, quitte à mettre des filtres type Brita ou je ne sais pas quoi. L'eau en bouteille, on dit essentiellement c'est mieux, c'est de l'eau de source, mais pareil, c'est transporté dans les bouteilles en plastique. Le plastique chauffe, est stocké devant les magasins au soleil, etc. Donc l'histoire de pétrole. Donc, pour un produit qui est vital, l'eau quand même, je ne sais plus quelle serait la meilleure des solutions en fait. Donc, ce serait plus pour l'épidémiologiste ici, qu'est-ce que vous préconisez où les risques seraient les moins élevés selon vous? C'est pas complètement évident et c'est pas mon domaine d'expertise principale. J'ai envie de dire que d'abord l'eau en bouteille, l'eau minérale en bouteille, d'un point de vue sanitaire, il y a peu de préoccupations, même si quand ça chauffe, il y a eu des questions qui ont été posées sur est-ce qu'il y a des produits qui sont relargués quand l'eau chauffe. Il y a un problème avec les grosses bonbonnes en plastique qui sont utilisées dans des grands magasins ou ailleurs où vous allez pouvoir avoir de l'eau, parce que là c'est fait en polycarbonate et ça libère du bisphénol A et c'est une source d'exposition, l'ANSES l'a rappelé, c'est une source d'exposition assez conséquente au bisphénol A, donc ça c'est pas fantastique. Les bouteilles d'eau d'1,5 litre comme celle-là, sans faire de publicité, posent beaucoup moins de questions et a priori c'est une eau de très bonne qualité parce qu'elle est filtrée très efficacement par les montagnes. Maintenant, moi personnellement, d'un point de vue plus environnemental, je pense que l'eau en bouteille transportée sur des grandes distances pose une vraie question parce que on crée du changement climatique en faisant voyager une eau sur des milliers de kilomètres avant de la boire. Donc j'ai quand même envie de dire que l'eau qui nous est délivrée dans nos pays aujourd'hui est quand même assez bien contrôlée, très clairement contre le risque bactériologique. Je suis d'accord que contre le risque chimique, c'est pas forcément évident et la situation est sûrement meilleure comme chez moi à Grenoble où on boit de l'eau du Vercors qui n'a pas besoin d'être traitée que peut-être dans certaines régions proches de la Bretagne comme ici. Donc je pense que c'est pas idiot pour des adultes de continuer à boire de l'eau du robinet et peut-être pour des nouveau-nés quand on prépare du lait infantile de se tourner vers de l'eau minérale de source. Moi, je me souviens qu'il y a une époque où j'habitais en Bretagne où il y avait régulièrement des avertissements des pouvoirs publics de ne pas consommer l'eau du robinet à cause du taux de nitrate qu'il y avait dedans. Je pense que ça doit toujours être le cas. Bon, j'ai quitté la Bretagne il y a 10 ans, hein, excusez-moi, amis bretons, mais je suis dans la Loire maintenant, où l'eau est très bonne parce qu'il n'y a pas trop encore de problèmes de nitrate. Mais ça risque d'arriver parce qu'il y a de plus en plus de cochons.
Je pense que les cochons bretons s'exportent du côté de la Loire, j'ai l'impression. Donc là, ils ne peuvent plus en mettre. Et donc, il y a eu des vrais problèmes sanitaires avec l'eau du réseau, quoi. Du moins en Bretagne, il y a sans doute encore toujours, ou dans d'autres régions, suite à des pollutions industrielles, à des pollutions agricoles, pardon. En France, du moins, ou en Europe, les pollutions qu'on peut trouver au niveau de la distribution vont être essentiellement d'origine agricole, je suppose. Pas que, monsieur faisait très justement allusion aux résidus de médicaments, et c'est une vraie préoccupation. On s'est rendu compte, par exemple, une des alertes, elle est venue d'un épisode, enfin on s'est rendu compte que les truites changeaient de sexe dans la Tamise. Et de différentes espèces de poissons. Bon, les poissons changent de sexe beaucoup plus facilement que les êtres humains d'abord. Il y a des espèces qui commencent en étant mâles et qui terminent féminines, et puis les changements de température peuvent aussi les faire changer de sexe. Mais enfin, c'est quand même un signe qu'il se passe quelque chose, et on s'est rendu compte qu'il y avait une féminisation de différentes espèces dans la Tamise, et c'était dû aux teneurs en œstradiol qui pouvaient venir en fait en partie soit directement de l'éthényl-œstradiol, c'est-à-dire au début les premiers contraceptifs hormonaux, qui étaient voilà, dans les eaux usées, qui se retrouvaient dans la Tamise, et pour laquelle effectivement je ne suis pas complètement au courant, mais il n'est pas forcément très clair que ce soit facile de s'en débarrasser au niveau de la filtration. Et il se peut que ce soit dû à ce qu'on a à des mimes hormonaux, c'est-à-dire d'autres substances qui ne vont pas être l'éthényl-œstradiol, mais d'autres substances chimiques qu'on appelle des perturbateurs endocriniens, qui sont reconnus par l'organisme comme des hormones et qui vont avoir le même effet, et qui donc vont interagir par exemple avec le récepteur aux œstrogènes. Et donc ça, effectivement, c'est une préoccupation, et autant il y a une réglementation et une attention sur les pesticides et les sources agricoles, autant celle-là est peut-être un petit peu plus compliquée à combattre. Voilà, j'espère qu'on a répondu un peu à votre question. Une autre question ? Bonjour. Il y a quelque temps, on vantait les nanotechnologies avec des matériaux révolutionnaires qui allaient changer le monde. Est-ce qu'on a actuellement les outils pour détecter certains problèmes qui risquent d'arriver, notamment au niveau de la destruction et l'impact environnemental et humain? Alors, c'est pas du tout évident comme question, parce que c'est un phénomène qui est émergent, donc, et vous avez compris qu'on avait souvent un petit train de retard pour comprendre les choses. L'exemple des nanoparticules est quand même intéressant parce qu'on a essayé, avec leur émergence, de mettre en place des outils pour surveiller leurs effets, donc il y a quand même des moyens qui ont été mis. Ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, là où je peux répondre, c'est que si jamais ces nanoparticules se retrouvent dans l'environnement et dans l'air, dans la mesure où leur taille extrêmement fine va leur permettre de pénétrer dans les poumons, va leur permettre d'aller jusqu'aux alvéoles pulmonaires, et en partie, on sait que là, il y a des mécanismes qui font qu'elles vont passer à travers les alvéoles pulmonaires et aller dans la circulation, atteindre certains organes. On peut s'attendre à certains effets, même si leur nature chimique est très différente des particules qui sont naturellement, enfin qui sont présentes dans l'air du fait de la combustion, du fait du chauffage. Donc on est face à des molécules dont effectivement qui sont de la taille, une taille similaire à celles qui sont émises par les véhicules quand ils roulent, hein, une voiture qui roule ou même la fumée de cigarette, ça émet des particules de quelques nanomètres ou quelques dizaines de nanomètres. Donc si les nanoparticules qu'on va peut-être mettre dans nos habits ou ailleurs réussissaient enfin étaient émises sous une forme pulvérulente et se retrouver dans l'air, on peut s'attendre à un effet sur la santé. Maintenant, moi, je n'ai pas les éléments pour vous dire si oui ou non il y a ce risque de passage dans l'atmosphère. Oui, ça me fait penser à un roman de science-fiction que j'ai lu au sujet des nanoparticules, mais malheureusement, je ne me souviens plus du titre, donc je vais vous être d'aucune utilité, et qui était fabuleux parce que, en fait, ça démontrait dans ce roman qu'on pouvait prendre le contrôle de toute une population simplement en disséminant dans l'air des nanomachines, donc de la taille, même pas d'une bactérie, de la taille d'un virus, etc., que les gens ingéraient et qui affluaient donc qui leur rentraient dans le sang et tout, puis affluaient sur le réseau nerveux et modifiaient leur comportement. Et ça, en fait, ça devenait un instrument de contrôle de la population juste en disséminant des nuages.
bon, une espèce de guerre chimique en fait, Mais c'est pas de la science-fiction ça, parce que c'est utilisé en thérapeutique. On commence à faire, ça s'appelle des nanodrogues. On commence à faire effectivement des nanoparticules qui vont contenir une molécule d'intérêt qui va permettre de combattre une maladie et qu'on réussit ou qu'on essaye, mais qu'on commence à savoir cibler, et à partir du moment où on va l'injecter dans l'organisme, à laquelle on va pouvoir demander d'atteindre plus précisément un organe ou un autre pour, alors là ici c'est dans un but positif, pour délivrer la drogue ou le médicament et avoir une thérapie beaucoup plus ciblée qu'avec les médicaments actuels qui vont agir, disons, potentiellement sur l'ensemble des organes. Donc il y a la technologie qui correspond à ce que vous décrivez, commence à être mise en place, en tout cas pour la première partie, c'est-à-dire cibler un organe spécifique et y déposer une substance. Maintenant, prendre le contrôle d'un individu, je ne sais pas par quoi ça passe, ça, c'est mais en tout cas la première étape n'est pas irréaliste à l'heure actuelle, et c'est utilisé en thérapeutique. L'esprit retort que les auteurs de science-fiction pour tout de suite imaginer le pire et le mal à partir des dernières découvertes. Et je suppose que c'est suite à ça que cet auteur, dont décidément le nom m'échappe, a imaginé que ces mêmes nanoparticules pouvaient servir à tout un tas d'usages néfastes et maléfiques. Parce que toutes les meilleures découvertes du monde peuvent toujours aboutir à leur contraire, malheureusement. C'est pas une belle conclusion. C'est une très très belle conclusion. On va rester sur ce mot. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir été là. Ça a été passionnant. Merci je vous remercie beaucoup. tous d'avoir été à l'écoute. Voilà. Bonne soirée.